Dans un quartier résidentiel paisible de Lyon, où la brise d'automne effleurait doucement ses joues, Éléonore Dubois peinait encore à s'adapter à sa nouvelle vie de femme mariée, une vie bien plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais imaginée, surtout avec la présence d'Émilie, sa belle-fille de 5 ans. Éléonore avait travaillé pendant des années comme secrétaire médicale dans un grand centre hospitalier de la ville, menant une routine stable malgré le fait que l'amour ne l'avait jamais comblée comme elle l'avait espéré. Après un diagnostic douloureux de son médecin lui annonçant qu'il lui serait difficile d'avoir des enfants, Éléonore avait discrètement abandonné ses rêves de mariage et de maternité. Tout avait changé au printemps dernier lorsqu'elle avait rencontré Mark Harrison, un cadre commercial dans l'industrie pharmaceutique dont l'attitude calme et le sourire chaleureux avaient conquis son cœur lors d'une réunion professionnelle. Lorsqu'elle avait appris que Mark avait récemment perdu sa femme à cause de la maladie et élevait seule sa jeune fille, Éléonore avait naturellement voulu le soutenir, voyant une famille fragile qu'elle aspirait à aider à guérir. Leur idylle fut brève, et lorsque Mark lui dit doucement qu'Émilie avait besoin d'une mère, Éléonore sentit quelque chose s'éveiller en elle. Même si elle ne pouvait pas avoir ses propres enfants, peut-être pouvait-elle le devenir d'une autre manière. Le mariage fut discret, célébré dans une église de quartier modeste en présence de la seule famille proche. Et Émilie était angélique dans sa petite robe blanche tandis qu'elle descendait l'allée portant un bouquet. Mais 3 mois plus tard, après 2 mois de vie commune, Éléonore se retrouva incapable de masquer sa confusion. Émilie, avec ses beaux cheveux blonds et ses grands yeux bleus, était une enfant adorable, mais elle semblait toujours distante. « Bonjour, Émilie », dit Éléonore avec entrain à table lors du petit déjeuner, mais la fillette ne fit qu'un tout petit bonjour sans croiser son regard. Elle ne toucha pas aux crêpes qu'Éléonore lui avait préparées, se contentant de siroter un peu de jus d'orange. « Émilie, mange un peu plus », dit Mark derrière son quotidien régional, mais son ton portait une dureté qui fit reculer Émilie. « Ce n'est rien, Émilie. Tu n'es pas obligée de te forcer, » ajouta doucement Éléonore, mais Émilie se contenta de secouer la tête et s'échappa de table. « Je suis désolée, Éléonore, » soupira Mark. Elle ne s'est pas encore habituée à tout. Elle était habituée à la cuisine de ma précédente femme, alors les nouvelles saveurs peuvent la dérouter. Éléonore comprenait qu'il n'aimait pas parler de sa défunte épouse. Il ne donnait jamais de détails au-delà de dire qu'elle était morte subitement de maladie. Et Éléonore ne voulait jamais rouvrir de douloureux souvenirs. Pourtant, elle se demandait si sa cuisine ne convenait vraiment pas au goût d'Émilie. Elle acheta des livres de recettes, chercha des recettes adaptées aux enfants, expérimenta chaque jour. Pourtant, les réactions d'Émilie devinrent plus froides. Le temps arrangera les choses, la rassura Mark en partant au travail, posant une main sur son épaule. Tu es gentille. Elle finira par t'accepter. Mais le malaise d'Éléonore s'intensifiait chaque fois qu'elle remarquait les mains tremblantes de l'enfant, l'ombre de peur dans ses yeux. Lorsqu'Éléonore allait la chercher à la crèche, Émilie souriait en jouant avec les autres enfants. Mais dès qu'elle apercevait Éléonore, son expression s'assombrissait. Même les dîners devenaient une série de plats intacts. Spaghettis, salades, biscuits faits maison. Rien n'y faisait. « Émilie, tu ne te sens pas malade ?» Éléonore s'agenouilla à sa hauteur, mais Émilie secoua la tête, chuchotant « Pardon, maman. Je n'ai pas faim. » Le mot « maman » attendrit le cœur d'Éléonore. Pourtant, la peur de l'enfant lui serrait la poitrine. Le personnel de la crèche signalait d'ailleurs qu'Émilie touchait à peine à son déjeuner. Lorsqu'Éléonore exprima son inquiétude, Mark rejeta cela, insistant sur le fait qu'elle s'inquiétait trop. Une nuit, lorsqu'Émilie demanda de l'eau, ses mains tremblaient en acceptant le verre, mais Mark ne sembla pas le remarquer. Désespérée, Éléonore l'emmena chez un pédiatre. Le docteur ne trouva aucune anomalie physique. Légèrement en dessous du poids, mais rien de critique. Du stress, dit-elle, peut-être dû à l'adaptation à une belle-mère. Éléonore insista sur le fait qu'elle aimait Émilie comme la sienne, et le docteur la réconforta, disant que la confiance demandait du temps. Mais Émilie refusa encore le dîner ce soir-là. Mark cria soudainement sur l'enfant, surprenant Émilie et Éléonore. Après, il demanda à Émilie si elle n'aimait pas la cuisine d'Éléonore parce qu'elle était différente de celle de sa défunte épouse. Émilie ne fit que sangloter contre sa poitrine. Dès lors,
Éléonore se plongea dans la recherche culinaire, hamburgers, pizza, quiche, riz sauté, mais rien ne changea. Même lorsqu'elle essaya des plats rustiques simples, Émilie murmurait les mêmes mots déchirants. « Pardon, maman. Je n'ai pas faim. » Une semaine plus tard, épuisée et découragée, Éléonore demanda conseil à des collègues, mais son anxiété grandit à mesure que le teint d'Émilie pâlissait et que son énergie diminuait. Éléonore pleurait seule dans la cuisine nuit après nuit, incertaine de ce qu'elle faisait de mal. Lorsqu'elle supplia Marc de lui dire quel genre de nourriture son épouse décédée cuisinait, il donna des réponses vagues, insistant sur le fait que c'était douloureux de s'en souvenir. Son ton devint progressivement froid, suggérant même que le problème venait de la cuisine d'Éléonore. Quand Marc partit pour un voyage d'affaires de 3 jours ce vendredi-là, Éléonore ressentit un calme soulagement. Émilie semblait aussi soulagée lorsque sa voiture disparut. Pour la première fois depuis le mariage, Émilie exprima un souhait : « Je veux aller au parc. » Ce jour-là marqua la première fois qu'Émilie mangea ne serait-ce qu'une bouchée de la nourriture d'Éléonore, des sandwichs lors de leur pique-nique. Et Éléonore faillit pleurer lorsqu'Émilie murmura : « J'aime les sandwichs de maman. » Mais le dîner de ce soir-là ramena le refus tremblant d'Émilie, comme si une peur invisible la contrôlait toujours. Cette nuit-là, tout changea lorsqu'Émilie apparut dans le salon après l'heure du coucher, son petit corps tremblant. « Maman, je ne peux parler que quand papa ne regarde pas. » Éléonore sentit son cœur s'arrêter alors qu'Émilie continuait, la voix tremblante. L'ancienne maman arrêtait aussi de manger, et papa commençait à mélanger de la poudre blanche dans sa nourriture. Éléonore sentit le sang se retirer de son visage tandis que la voix tremblante d'Émilie continuait, chaque mot tranchant le salon silencieux comme une lame. Émilie agrippa son pyjama, les yeux débordants de terreur, tandis qu'elle chuchotait que son père se mettait en colère contre l'ancienne maman parce qu'elle ne mangeait pas, et qu'ensuite il commençait à mélanger de la poudre blanche dans sa nourriture, appelant cela des médicaments. Le souffle d'Éléonore se bloqua lorsqu'Émilie décrivit comment son ancienne mère avait progressivement refusé de manger, était devenue anormalement somnolente, puis était finalement morte. Une froide réalisation submergea Éléonore. La première femme de Marc n'était pas morte de maladie du tout. Émilie parvint à demander Éléonore, la voix chevrotante. « Tu as peur de manger ma cuisine parce que tu as peur que ton papa m'empoisonne aussi ?» Émilie hocha violemment la tête, des larmes coulant sur ses joues, et s'accrocha à Éléonore. « Je ne veux pas que la nouvelle maman meure. Je voulais te protéger, alors je ne mangeais rien que papa pouvait mélanger. » Éléonore serra Émilie dans ses bras, berça la fillette en sanglots, et sentit tout son monde basculer. Émilie ne la rejetait pas. Elle essayait désespérément de protéger sa belle-mère, un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. « Tu es en sécurité, » murmura Éléonore, ses propres larmes tombant. « Je te protégerai maintenant. » Mais Émilie frissonna à nouveau. « S'il apprend que j'ai parlé, il va se fâcher. » Il criait sur l'ancienne maman tous les jours. Chaque détail qu'Émilie partageait se raccordait parfaitement avec le malaise qu'Éléonore ressentait depuis des mois. Les accès de colère soudains de Marc, son refus d'évoquer sa défunte femme, la terreur d'Émilie autour des repas, et la façon dont elle s'épanouissait seulement lorsqu'il était parti. « Tu as bien fait de me le dire, » l'assura Éléonore. « Tu es une fille tellement courageuse. » Les mains tremblantes, Éléonore prit son téléphone. « Qui appelles-tu » demanda Émilie, la peur montant dans sa voix. « La police » répondit fermement Éléonore. « Nous devons tout leur dire avant que papa ne revienne. » Une faible lueur d'espoir vacilla dans les yeux d'Émilie. « Vraiment ? Tu me crois ? » « Bien sûr, » murmura Éléonore, la serrant à nouveau contre elle. « Tu m'as sauvée. » 40 minutes plus tard, 2 enquêteurs arrivèrent. Le lieutenant Bernard, un homme plus âgé aux yeux calmes, et la brigadière Sophie Martin, une jeune femme à la voix douce. Éléonore tenait Émilie fermement tandis qu'elle expliquait ce qui s'était passé, sa voix tremblante mais déterminée. La brigadière Martin s'agenouilla à la hauteur d'Émilie et demanda doucement : « Émilie, ma chérie, peux-tu nous dire ce que tu as vu ?» Encouragée par la présence d'Éléonore, Émilie hocha nerveusement la tête et décrivit la poudre blanche, les petits sachets provenant du bureau de Marc à l'étage, et comment l'ancienne maman devenait somnolente et faible chaque jour. Les enquêteurs échangèrent des regards sombres. Lorsqu'on lui demanda si elle pouvait leur montrer le bureau,
Émilie expliqua qu'il se trouvait dans la pièce du fond à l'étage et que son père le verrouillait toujours, mais qu'il avait peut-être oublié cette fois parce qu'il était parti en urgence pour son voyage d'affaires. Le lieutenant Bernard passa immédiatement un message à la commissariat central. Faites accélérer la demande de mandat de perquisition. Nous pourrions avoir une affaire de meurtre. Tôt le lendemain matin, une équipe de la police arriva. Éléonore et Émilie furent conseillées de se reloger temporairement pour des raisons de sécurité, mais Éléonore refusa de partir avant de connaître la vérité. Elles s'installèrent dans un hôtel voisin pour attendre. À 10 heures, le lieutenant Bernard appela et demanda à les voir en personne. Quand il arriva, son expression était grave. « Madame Dubois, le témoignage d'Émilie semble exact, dit-il. De grandes quantités de médicaments sur ordonnance ont été retrouvés dans le bureau de Mark Harrison. » Éléonore sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quel type de médicaments ? » « Des somnifères puissants et des tranquillisants, » répondit la brigadière Martin. « Des quantités bien au-delà des prescriptions légales. Il les a probablement obtenus illégalement grâce à ses contacts pharmaceutiques. » Les enquêteurs expliquèrent ensuite quelque chose de bien plus dévastateur. Le journal intime de Jennifer Harrison avait été découvert dans un coffre-fort caché. L'épouse précédente de Mark avait enfin un nom. Des copies de plusieurs entrées du journal furent montrées à Éléonore. On y lisait que Jennifer écrivait sur Mark préparant de plus en plus ses repas et sur le fait qu'elle devenait étrangement somnolente après, incapable de bouger, effrayée par son propre corps qui s'éteignait. Une entrée se terminait par une supplique, « S'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, protégez Émilie. » Éléonore éclata en sanglots. Jennifer avait su. Elle avait craint le même sort qu'Émilie essayait désespérément d'empêcher pour Éléonore. Les enquêteurs poursuivirent. Mark avait augmenté l'assurance vie de Jennifer peu de temps avant leur mariage et avait souscrit une police de montant similaire sur Éléonore juste après leur propre mariage. L'implication était horrible. Elle était la suivante. « Si Émilie ne vous en avait pas parlé, » dit doucement la brigadière Martin, « vous auriez pu subir le même sort. » Puis vint la question qu'Émilie avait murmurée d'une voix chevrotante. « Allez-vous attraper papa ? » « Oui, » l'assura le lieutenant Bernard. « Il sera arrêté pour meurtre à son retour de voyage. » Juste à ce moment, le téléphone d'Éléonore sonna. « Mark ?» Les enquêteurs lui ordonnèrent de répondre normalement. « Allô, Mark ?» dit-elle, forçant le calme. « Comment va Émilie ? Est-ce qu'elle mange ?» demanda-t-il sur son ton habituel et froid. « Pareil qu'avant » mentit Éléonore. « Elle ne mange toujours pas beaucoup. »« Je rentre demain soir » répondit-il. « Réglez ça d'ici là. » Lorsque l'appel se termina, le lieutenant Bernard hocha la tête. Il ne se doute de rien. Ils se préparèrent pour l'arrestation à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ce soir-là, les actualités locales affichèrent le titre « Cadre pharmaceutique arrêté pour suspicion de meurtre de son épouse ». Émilie regarda silencieusement, ses petits doigts serrant la main d'Éléonore. « J'avais peur de papa » murmura Émilie. « Mais il était quand même de la famille. »« Tu n'as rien fait de mal » dit Éléonore, l'attirant contre elle. « Tu nous as sauvés toutes les deux. » Éléonore serra fort Émilie dans ses bras tandis que le reportage continuait de décrire l'arrestation de Mark Harrison. Le titre clignotant se reflétant légèrement dans la fenêtre de l'hôtel alors qu'Émilie fixait l'écran avec une expression conflictuelle. « Quand je me souviens de l'ancienne maman, » murmura Émilie, les yeux brillants, « je pense que papa est une mauvaise personne. » Éléonore lui caressa doucement les cheveux, chuchotant, « Tu as été si courageuse. Tu as dit la vérité même lorsque tu avais peur. L'ancienne maman serait fière de toi. » Émilie hésita, sa voix tremblante lorsqu'elle demanda « Est-ce que la nouvelle maman déteste Émilie maintenant ?» Éléonore secoua fermement la tête, lui prenant les joues entre ses mains. « Jamais. Tu m'as sauvé la vie. Je t'aime du plus profond de mon cœur, et je veux être avec toi pour toujours. » Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Émilie eut un sourire sincère, petit et fragile, mais rempli de chaleur. « Vraiment ? Vraiment ? Nous sommes une vraie famille ? Une vraie famille ? » Éléonore promit, lui déposant un baiser doux sur le front.
Cette nuit-là, Émilie dormit profondément, libérée de la terreur qui avait hanté ses petites épaules pendant bien trop longtemps. Et Éléonore resta éveillée, écoutant la respiration calme de l'enfant qui l'avait sauvée. Les jours passèrent alors que l'enquête progressait rapidement. La préparation du procès commença presque immédiatement en raison des preuves accablantes recueillies dans le bureau de Marc, le journal de Jennifer et le témoignage d'Émilie. La communauté lyonnaise fut secouée lorsque plus de détails émergèrent: l'acquisition illégale de médicaments sur ordonnance, les polices d'assurance, et les mensonges soigneusement orchestrés que Marc avait tissés pendant des années. Tout au long du processus judiciaire, Éléonore resta aux côtés d'Émilie, la soutenant à travers les interrogatoires et les préparations pour témoigner. Marc continua de nier toutes les accusations, insistant sur le fait que son épouse était morte de maladie et qu'Émilie était confuse. Mais le poids des preuves s'alourdissait de jour en jour. Lorsque le procès commença enfin, la salle d'audience était pleine de journalistes, d'avocats et de spectateurs attirés par cette affaire glaçante. Éléonore était assise dans la galerie, tenant la petite main d'Émilie aussi fermement qu'elle le pouvait sans lui faire mal. Émilie était nerveuse, ses jambes trop courtes pour atteindre le sol alors qu'elle était assise sur le banc des témoins. Mais lorsqu'on lui demanda de parler, elle trouva le courage, se souvenant des mots d'Éléonore dans l'hôtel: « Tu as été courageuse avant. Tu peux être courageuse à nouveau. » D'une voix tremblante, Émilie raconta à la cour comment elle avait vu son père se fâcher contre l'ancienne maman parce qu'elle ne mangeait pas, comment il mélangeait la poudre blanche dans sa nourriture. Et comment sa mère devenait plus somnolente et faible jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se tenir debout. La salle d'audience resta silencieuse pendant qu'elle parlait. De nombreux adultes étaient visiblement ébranlés qu'une vérité aussi horrible ait été vue à travers les yeux d'un petit enfant. Lors de l'interrogatoire contradictoire, la défense tenta de suggérer qu'Émilie avait mal interprété ce qu'elle avait vu, mais l'accusation disposait des extraits du journal de Jennifer, des confirmations médicales, des médicaments saisis et des documents d'assurance pour renforcer chaque mot de son témoignage. Éléonore regarda Émilie tenir bon avec courage, répondant honnêtement à chaque question, même lorsque sa voix vacillait. Lorsqu'elle retourna s'asseoir à côté d'Éléonore, elle murmura: « C'est bientôt fini », et Éléonore lui serra doucement la main, chuchotant en retour: « Presque, ma chérie. » Lorsque le jury revint avec son verdict, la salle d'audience était lourde d'anticipation. « Nous, le jury, déclarons le défendeur, Marc Harrison, coupable de meurtre au premier degré. » Émilie laissa échapper un souffle tremblant, et Éléonore passa un bras autour de ses épaules. « C'est fini maintenant, » murmura doucement Éléonore. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » Durant les mois de procédure judiciaire, Éléonore travailla sans relâche pour devenir la tutrice légale d'Émilie. Les parents de Marc étaient déjà décédés et les parents de Jennifer étaient âgés et incapables de s'occuper d'Émilie. Plus important encore, Émilie elle-même insistait encore et encore sur le fait qu'elle voulait rester avec Éléonore. « Je veux être avec Éléonore, maman », répétait-elle chaque fois qu'un enquêteur du tribunal de la famille lui posait la question. 6 mois plus tard, l'adoption formelle fut finalisée, et Éléonore et Émilie se tenaient dans le couloir du tribunal, tenant les documents officiels qui les déclaraient mère et fille. Ensuite, elles célébrèrent tranquillement à la maison, préparant un repas simple ensemble, leur premier repas véritablement joyeux depuis le début du cauchemar. Éléonore demanda doucement: « Qu'aimerais-tu cuisiner ?» Et Émilie, après avoir réfléchi attentivement, répondit: « Je veux manger les vrais hamburgers que l'ancienne maman me préparait. Les délicieux qu'elle faisait avant que papa n'arrive. » Cette demande réchauffa le cœur d'Éléonore, un signe qu'Émilie se rétablissait, non pas en effaçant sa mère, mais en renouant avec les souvenirs heureux qu'elle avait eus. Elles préparèrent les hamburgers ensemble, les formes inégales et les légumes coupés de manière imparfaite. Mais lorsqu'Émilie prit sa première grosse bouchée, son visage s'éclaira d'une joie pure. « C'est délicieux », déclara-t-elle, ses yeux pétillants. Éléonore faillit pleurer. Après des mois à entendre « Pardon, maman », entendre maintenant des rires et du bonheur était bouleversant. « Tu n'as plus mal au ventre ?» demanda Éléonore doucement. « Non », dit Émilie, secouant la tête avec assurance. « Parce que maman Éléonore ne met pas de mauvaises choses dans la nourriture. Maman Éléonore est gentille. » Cette nuit-là, alors qu'Éléonore l'abordait, Émilie marmonna, somnolente: « Merci de m'avoir protégée. »
Éléonore l'embrassa sur le front. Tu m'as protégée aussi. Nous nous sommes protégés mutuellement. Dans les années qui suivirent, Émilie s'épanouit. Lorsqu'elle eut 8 ans, elle était énergique, joyeuse, avait de nombreux amis et adorait l'école. Les repas devinrent sa partie préférée de la journée, et cuisiner ensemble devint une tradition du week-end. Parfois, Émilie regardait le ciel et disait « Je pense que l'ancienne maman est heureuse aussi », et Éléonore croyait qu'elle avait raison. Jennifer serait heureuse de savoir que sa fille était en sécurité, aimée et souriante à nouveau. Émilie répétait souvent sa phrase préférée « La nourriture de maman Éléonore est délicieuse parce qu'elle est pleine d'amour ». Et dans ces mots simples résidait la vérité de leur nouvelle famille.